Fermez les yeux. Vous souvenez-vous de l'odeur de la cuisine de votre grand-mère? Ce parfum de soupe et de feu de bois qui imprégnait tout? Cette odeur a disparu, et avec elle, une France entière. 16 plats mythiques ont été effacés de nos tables en une génération. Pas par oubli, mais parce que leur monde a été balayé trop vite pour être sauvé. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ils ont disparu et ce que ce sacrifice silencieux révèle de nous, la soupe au lard et aux choux à l'ancienne. Elle ne quitte jamais le fourneau. C'est la première chose que l'on comprend quand on entre dans une ferme du centre de la France dans les années 50. La marmite en fonte noire est là, sur le coin de la cuisinière à bois, à feu très doux, dégageant une vapeur épaisse et régulière qui embue les vitres de la cuisine dès les premiers froids d'octobre et ne les laissera transparentes qu'au printemps suivant. Cette vapeur-là, c'est le signe que la maison est vivante, que quelqu'un veille, que le feu n'est pas mort. Le lard, c'est celui du cochon familial, tué à l'automne lors de la tue cochon, et salé dans le cellier pendant des semaines avant d'être suspendu dans la cheminée pour le fumage. Les choux viennent du jardin potager, gros et terreux, coupés à la main le matin même, encore couverts de rosée et de cette fraîcheur que seul le jardin peut donner. Pas de mesure précise, pas de minuterie, pas de recette écrite sur un carnet. La cuisinière sait quand c'est prêt parce qu'elle le sent depuis la chambre du fond, parce qu'elle entend le glou-glou particulier que fait la soupe quand elle atteint la bonne consistance. Ce bouillonnement lent et régulier comme une respiration de maison endormie. Un savoir du corps que personne ne lui a enseigné avec des mots. L'exode rural des années 50 vide les fermes à une vitesse que l'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Le cochon familial disparaît des cours. Les choux ne poussent plus dans des jardins qui n'existent plus. Et cette soupe perpétuelle, ce feu que l'on ne laissait jamais s'éteindre, n'a plus de cuisine pour l'accueillir. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que c'était seulement le premier effacement d'une très longue série. Le ragoût de pieds et paquets à la Marseillaise maison. 8 à 10 heures de cuisson. Pas 2, pas 4. 8 à 10 heures, sur un coin de feu qui ne monte jamais trop haut, dans une cocotte que l'on surveille du coin de l'œil, en faisant autre chose, en raccommodant des chaussettes, en écoutant la radio, en épluchant les légumes du lendemain. Dans cette cuisine-là, le temps fait partie de la recette, autant que les ingrédients eux-mêmes. La maison entière, imprégnée de cette odeur de tomates, de vin blanc et de thym qui annonce depuis le matin ce qui se mangera le soir. Les tripes d'agneau farcies sont préparées avec des gestes appris de la mère, qui les avait appris de la sienne, qui les avait appris de la sienne encore. Aucune recette n'est écrite nulle part. La transmission est orale, gestuelle, profondément tactile. On sait comment farcir les paquets, parce qu'on a regardé faire des dizaines de fois, les mains tenant l'aiguille, les yeux suivant les doigts expérimentés qui manipulent une tripe fragile sans jamais la déchirer. La farce de petits salés, d'ail et de persil, dosée à l'instinct par celle qui l'a faite 100 fois avant. Un savoir qui vivait dans les mains et qui mourait avec elle, silencieusement, sans que personne ne le remarque vraiment. La réglementation sanitaire des années 70 encadre progressivement la manipulation des abats à domicile, rendant leur approvisionnement plus difficile. Les tripiers de quartier ferment un à un, mais c'est surtout le changement générationnel qui achève le plat. La génération suivante trouve la préparation trop longue, trop compliquée et franchement repoussante à regarder. Le mot tripe fait reculer. Le mot paquet ne convoque plus rien de familier. Et un plat que personne ne veut plus apprendre est un plat condamné, aussi délicieux soit-il. Il reste dans la mémoire de ceux qui l'ont mangé, et nulle part ailleurs. La poule au pot farci du dimanche. Ce n'est pas une poule achetée dans un supermarché sous film plastique. Ce n'est même pas un poulet fermier, au sens où on l'entend aujourd'hui dans les brochures des grandes surfaces. C'est une poule de réforme, une bête âgée qui a pondu pendant 3 ou 4 ans dans le poulailler du jardin et qui finit sa vie dans la marmite, dignement, le dimanche après la messe, récompensée d'une longue existence utile par une cuisson lente et douce qui transforme sa chair dense et profondément parfumée en quelque chose que rien d'industriel ne pourra jamais reproduire. La farce est préparée avec de la mie de pain rassis de plusieurs jours trempée dans du lait, des œufs du poulailler, du persil coupé à la main, et le foie de la volaille elle-même, haché menu sur la planche en bois. Tout vient du même endroit, de la même cour, du même jardin. Tout est lié dans un cercle parfait et économe qui ne laisse strictement rien perdre. Le rituel dure toute la matinée.
La cocotte est posée sur le coin du feu avant de partir à l'église. Et la maison sent le poulet mijoter pendant toute l'homélie. C'est ce parfum précis qui accueille la famille quand elle rentre, manteaux encore froids, joues rouges de l'air du dehors. Ce parfum-là, c'est le dimanche. Quand les poulaillers domestiques disparaissent des jardins de banlieue dans les années 60, quand les arrêtés municipaux interdisent la volaille en zone urbaine, la poule au pot perd son ingrédient principal et son sens profond en même temps. Elle devient recette de restaurant régional. Elle cesse d'être un geste hebdomadaire, un lien vivant entre les générations. Le civet de lièvre au sang. Il y a des plats qui demandent du courage, pas pour les préparer, pour les expliquer à une génération qui a complètement oublié d'où vient la viande, qu'elle mange et ce que cela implique vraiment. Le lièvre est faisandé plusieurs jours avant la cuisson, suspendu dans le cellier frais pour que la chair mûrisse et développe cette profondeur aromatique que la viande trop fraîche ne possède pas encore. La liaison finale se fait au sang frais recueilli au moment même de la chasse, conservé dans un bol avec un peu de vinaigre pour éviter la coagulation. C'est cette liaison précise qui donne à la sauce sa consistance veloutée absolument unique, sa couleur sombre et brillante, son goût profond et légèrement métallique que rien d'autre, aucun substitut moderne, ne peut reproduire. C'est chimiquement et gustativement irremplaçable. La chasse au lièvre est alors une pratique populaire répandue dans toutes les campagnes françaises. Elle n'est pas réservée aux propriétaires terriens. Le paysan chasse pour nourrir sa famille, les voisins se partagent le gibier, le civet est un plat de communauté et de convivialité paysanne profonde. De force, tue ce plat simultanément et sans appel. La myxomatose, qui arrive en France en 1952, décime les populations de lièvres sauvages dans des proportions catastrophiques. Et les normes sanitaires européennes des années 90 interdisent la liaison au sang frais dans la restauration professionnelle. Dans les cuisines privées, plus personne ne sait faire ce geste. Ce qui ressemblait à une simple contrainte réglementaire s'est transformé en une faute culinaire monumentale dont nous mesurons encore les conséquences aujourd'hui. La potée auvergnate complète des fermes. Dans les fermes d'Auvergne, la potée n'est pas une recette parmi d'autres, dans un livre de cuisine régionale. C'est une économie domestique entière résumée dans une cocotte en fonte noire, accrochée à la crémaillère au-dessus des braises de la cheminée, pas sur une cuisinière. Dans la cheminée elle-même, là où la chaleur est rayonnante et enveloppante, là où les 6 heures de cuisson lente transforment les ingrédients les plus rustiques en quelque chose d'incomparable. Un plat qui cuisait pendant que la famille vivait autour de lui. Le porc demi-sel sorti du saloir où il attendait depuis des semaines, les saucisses de Coën qui fondent lentement et enrichissent le bouillon de leur gélatine précieuse, les choux du jardin cueillis le matin même, les raves et les pommes de terre du cellier creusées dans la terre fraîche. Tout ce que la ferme produit et conserve se retrouve dans ce seul plat qui nourrit la famille pendant plusieurs jours. Chaud le premier soir avec le pain de seigle épais, tranché à la main. Tiède le lendemain, réchauffé doucement. Froid le surlendemain, tranché comme un pâté dense et savoureux. La cuisson dans la cheminée est une technique culinaire à part entière. La chaleur rayonnante des braises enveloppe la cocotte différemment qu'une flamme directe ou qu'une résistance électrique. Ce n'est pas de la nostalgie sentimentale, c'est de la physique pure de la transmission de chaleur. La potée mijotée à la crémaillère a un goût que la cuisinière électrique ne reproduira jamais, quels que soient les efforts. L'électrification rurale, la mécanisation agricole et la fin de l'économie d'autoconsommation paysanne emportent tout simultanément. La potée survit dans les restaurants régionaux, mais la potée des restaurants n'a pas l'âme de la crémaillère. Il lui manque le feu, la patience et le silence de ces cuisines-là. Le bouilli de bœuf avec os à moelle. Appelons les choses par leur nom exact. C'est le pot-au-feu des pauvres. Les morceaux que le boucher de quartier gardait de côté pour la grand-mère parce qu'il la connaissait depuis 30 ans et qu'il savait exactement ce qu'elle cherchait. Le gîte, le plat de côte, les bas de gamme que les autres clients ne demandaient jamais et qui attendaient sagement au fond de l'étal. Des morceaux qui n'avaient pas de nom sur l'ardoise des prix, mais qui avaient une destination précise. Il y a un geste dans ce plat qui mériterait un livre entier à lui seul. L'os à moelle, sorti du bouillon brûlant, avec une précaution extrême pour ne pas renverser la substance gélatineuse et dorée qu'il contient, posé délicatement sur une tranche de pain grillé frotté d'ail et la moelle étalée dessus,
avec une petite cuillère en étain ou en argent. Ce geste d'une précision absolue, cette façon de racler l'intérieur de l'os sans en perdre une seule miette, cette attention portée à ce que d'autres auraient jeté sans y penser, c'est une leçon entière sur ce qu'est la cuisine populaire française dans sa version la plus honnête et la plus digne. Un geste qui disait que rien ne se perd quand on sait regarder. La boucherie de quartier qui gardait les morceaux pour ses clients habituels, qui mettait de côté les os à moelle pour Madame Dupont du Premier, sans qu'elle ait besoin de le demander, disparaît dans les années 70 avec l'arrivée de la grande distribution. Plus de boucher qui vous connaît par votre prénom, plus de conversations par-dessus le comptoir, plus de relations de confiance qui faisaient partie intégrante de la recette. Et c'est là que tout a basculé, parce qu'un plat dont l'ingrédient principal est une relation humaine ne peut pas survivre à la disparition de cette relation. La daube provençale de 3 jours, 48 heures de marinade dans le vin rouge et le marc de Provence avant même de commencer à cuire. Voilà ce que demande la vraie daube, celle des fermes provençales, que les guides touristiques ne montrent jamais vraiment, celle dont l'odeur envahissait la maison dès le vendredi soir pour annoncer le repas du dimanche. La daubière en terre vernissée de Vallauris tapisse son fond de couenne de porc cru qui fondent très lentement pendant la cuisson et donnent au jus cette texture à la fois légère et puissante, translucide et d'une profondeur aromatique renversante. La daubière elle-même, ce récipient en terre glacée à l'intérieur et brute à l'extérieur, à la forme ovale légèrement bombée et aux parois épaisses, est un ustensile pensé et perfectionné au fil des siècles, spécifiquement pour ce plat. Sa façon de conduire et de répartir la chaleur est absolument irremplaçable. Aucune cocotte moderne, en fonte émaillée ou en inox, n'a jamais su l'imiter vraiment. Les derniers potiers de Vallauris abandonnent progressivement la fabrication des daubières traditionnelles dans les années 70, remplacées économiquement par les bibelots touristiques en céramique, peintes que les vacanciers ramènent du Midi dans leur coffre de voiture. Quand l'ustensile disparaît, le plat qu'il permettait de réaliser devient littéralement impossible à reproduire à l'identique. Ce n'est plus une perte culinaire régionale, c'est la disparition d'un savoir-faire millénaire que personne n'a jugé utile de protéger avant qu'il ne soit trop tard. Le fricot de lapin de clapier à la moutarde ancienne. Le clapier. Ce seul mot suffit à ramener des images très précises pour ceux qui ont grandi avant les années 70. Cette construction en bois et grillage au fond du jardin, légèrement surélevée sur ses pattes, l'odeur chaude de paille et d'animal qui s'en dégageait le matin quand on allait donner à manger, et la connaissance tacite que partageaient tous les membres de la famille sur ce que signifiait voir grand-mère sortir les lapins un jeudi matin. Tout le monde savait, personne ne le disait. Les enfants continuaient à jouer, les adultes continuaient à vaquer, et le repas du dimanche se préparait en silence. Le lapin était tué, dépouillé et vidé à la maison, sur l'établi du jardin ou directement dans la cuisine. Carrelé. Gestuellement, c'était quelque chose que toute personne née avant 1960 savait faire ou avait au moins vu faire des dizaines de fois, que pratiquement personne n'enseigne plus, que très peu de gens pourraient faire aujourd'hui sans une démonstration préalable et une hésitation certaine. Un savoir ordinaire devenu extraordinaire en l'espace d'une génération. La moutarde de Dijon en peau de grès, pas en tube plastique, épaisse et puissante et légèrement granuleuse, mélangée à la crème fraîche fermière si épaisse qu'elle tenait presque debout dans la cuillère. Le fricot mijoté très doucement jusqu'à ce que la chair se détache de l'os en effilochant délicatement. La sauce onctueuse et parfumée qui méritait à elle seule tout le pain de la corbeille. Les arrêtés municipaux interdisant l'élevage domestique d'animaux à fourrure se multiplient entre 1965 et 1975. Le clapier du jardin disparaît. Le geste disparaît avec lui. Et le fricot disparaît avec le geste, sans bruit, sans que personne ne proteste. La matelote d'anguilles de rivière, la Loire, la Seine, la Somme, l'Adour, le Rhône. Ces rivières ont nourri des générations entières de Français avec leurs anguilles. Et ce n'est pas une métaphore romantique ou une image poétique. C'est une réalité économique et nutritionnelle concrète que l'on a entièrement oubliée, comme si cette mémoire-là avait été délibérément effacée. L'anguille de rivière mijotée au vin rouge, avec des petits oignons dorés dans le beurre, des lardons fumés et des champignons des bois cueillis le matin même sur les berges encore humides.
Un plat que les pêcheurs préparaient après leur sortie matinale, dans une cuisine qui sentait simultanément l'eau de rivière encore fraîche, sur les vêtements, la fumée de bois et le vin qui réduisait doucement. Ces trois odeurs mélangées, c'était la matelote avant même d'avoir soulevé le couvercle. Ce qui est arrivé à l'anguille européenne est l'un des effondrements écologiques les plus dramatiques et les moins médiatisés de notre époque moderne. En 60 ans, la population d'anguilles européennes a chuté de 95%. 95%. Ce n'est plus une espèce en déclin progressif et gérable. C'est une espèce au bord de l'extinction silencieuse, classée en danger critique par l'Union internationale. Pour la conservation de la nature, la matelote d'anguille de rivière n'a pas disparu parce que les goûts ont changé. Elle a disparu parce que les anguilles ont disparu. Ce qu'on imaginait être une simple évolution des habitudes alimentaires s'est révélé être le symptôme visible d'un désastre écologique que personne ne regardait en face pendant qu'il se produisait sous nos pieds. Le hochepot du Nord, version flamande des corons. Les corons. Ces rangées de maisons basses et strictement identiques, construites par les compagnies minières pour loger les familles d'extraction du Nord-Pas-de-Calais. Chaque maison avait son petit jardin ouvrier à l'arrière, un rectangle de terre soigneusement entretenu même après de longues semaines sous terre, où poussaient les légumes qui finissaient chaque dimanche dans le hochepot familial. Un jardin qui donnait sa mesure exacte à ce que la famille mangerait, sans rien acheter, sans rien gaspiller. Queue de bœuf gélatineuse, oreilles de porc croquantes, pieds de porc fondants, légumes du jardin cueillis la veille. Un plat qui demande plusieurs heures de cuisson tranquille et qui libère pendant ce temps l'arôme le plus complexe et le plus enveloppant de toute la cuisine du Nord. Cette association unique de gélatine animale, profonde et de légumes rustiques qui réchauffent les corps jusqu'aux os après une semaine passée dans le noir, le froid et la poussière de charbon. Un plat qui se servait dans des assiettes creuses et profondes, avec du pain gris à côté pour saucer jusqu'à la dernière goutte. La fermeture progressive des mines du Nord-Pas-de-Calais, étalée de 1960 à 1990, disperse les communautés qui s'étaient construites autour des puits pendant des générations entières. Les corons sont rasés ou transformés en logements ordinaires. Les jardins ouvriers disparaissent sous les lotissements de maisons individuelles. Les voisins qui se connaissaient depuis l'enfance partent chacun de leur côté. Et le hochepot, plat de communauté par essence, plat qui n'existe que préparé pour beaucoup de gens et partagé autour d'une grande table bruyante, n'a plus de communauté pour lui donner un sens. Il ne lui reste plus de raison d'exister. La soupe de fèves au lard fumé, version méridionale. C'est un plat de printemps. Et c'est précisément là que réside sa première leçon essentielle. Dans un monde où les tomates sont disponibles en janvier et les fraises en décembre, on oublie que la cuisine populaire française était profondément, absolument, irrémédiablement saisonnière. Non pas par choix gastronomique réfléchi ou par philosophie écologique avant l'heure, mais par nécessité physique et économique absolue. On mangeait ce que la saison donnait, rien d'autre. Et on attendait chaque légume comme on attend le retour d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les fèves fraîches du jardin potager, cueillies ce matin précis parce qu'elles ont atteint la taille idéale, écossées lentement sur la table de la cuisine en toile cirée, à carreaux pendant que le lard fume et grésille dans la casserole. Les enfants qui aidaient à écosser en échange du droit de manger quelques fèves crues, encore tièdes du soleil du matin. Et ce lard fumé au manteau de la cheminée pendant des semaines entières qui porte en lui le goût du bois brûlé, du sel et du temps, uniquement du temps. Un goût qu'aucune fumaison industrielle n'a jamais su reproduire. La soupe de fèves au lard fumé disparaît doublement et pour des raisons distinctes, qui se rejoignent au même endroit. D'abord parce que la culture des fèves dans les jardins familiaux s'effondre dans les années 70. Ensuite, parce que le lard fumé maison cesse d'exister dans les familles qui n'élèvent plus de cochons depuis une génération entière. Deux ingrédients disparus simultanément. Un plat qui n'a plus aucune raison d'être préparé et plus personne pour en comprendre le sens. Il reste dans les souvenirs de ceux qui l'ont mangé et nulle part ailleurs. Le rata de campagne. Ce plat porte en lui, à lui seul, une histoire qui traverse 2 guerres mondiales et toute la mémoire populaire masculine de la France du XXe siècle. Le mot rata vient directement de la caserne militaire. C'est le plat des soldats, ce mélange improvisé de restes de viandes diverses, de pommes de terre, de carottes et d'oignons,
que les cuisiniers militaires assemblaient avec ce qui restait au fond des marmites. Un plat né de la nécessité, de l'épuisement et de la faim. Un plat qui n'avait pas besoin de recette parce qu'il n'avait pas de forme fixe. Seulement une logique de survie. Les hommes revenus de la guerre de 14-18, puis de celle de 39-45, ont rapporté ce plat dans leur cuisine civile comme ils auraient rapporté une habitude, un réflexe du corps, quelque chose qui les avait nourris quand rien d'autre ne pouvait le faire. Leurs femmes l'ont adapté avec les ressources du jardin et du cellier, lui donnant une seconde vie et un second sens. Le rata des tranchées devenait le rata du dimanche soir. Le mot rata est passé dans le langage courant populaire pour désigner n'importe quel plat simple et nourrissant. Puis le mot lui-même a été peu à peu oublié par les générations qui n'avaient pas fait la guerre et qui n'avaient plus besoin de ce vocabulaire pour nommer leur quotidien. Puis le plat a disparu avec le mot, sans que personne ne remarque vraiment qu'il s'en allait. Quand une langue populaire perd un mot, elle perd une façon entière de voir le monde. Quand une cuisine perd un nom, elle perd la mémoire de ce que ce plat représentait pour ceux qui le mangeaient après des semaines de tranchées ou de campagne. La gibelotte de Garenne. Le lapin de Garenne est fondamentalement différent du lapin d'élevage. Sa chair est plus sombre, plus ferme, plus dense, avec un parfum sauvage qui porte en lui les odeurs des champs, des haies, des terriers et des matins de chasse que rien dans l'élevage domestique ne peut approcher. Un goût qui raconte exactement où l'animal a vécu et ce qu'il a mangé. La gibelotte de Garenne, mijotée au vin blanc sec, avec des pommes de terre farineuses et des champignons de cueillette ramassés dans les mêmes champs où vivait le lapin, est un plat d'une complexité gustative que les versions domestiques ne peuvent pas égaler, quelle que soit la qualité de l'élevage. Chaque bouchée portait en elle un territoire entier. La myxomatose arrive en France en 1952. En 2 ans à peine, elle décime les populations de lapins sauvages dans des proportions que les chasseurs de l'époque décrivent comme absolument apocalyptiques. Les champs qui en abritaient des dizaines se retrouvent vides du jour au lendemain, silencieux d'une façon inquiétante. Les hommes qui avaient chassé toute leur vie reviennent bredouilles pour la première fois. La maladie s'installe ensuite comme un facteur permanent dans les écosystèmes. Les populations ne se reconstituent jamais vraiment. Et la fin progressive de la chasse populaire paysanne dans les années 70, quand les agriculteurs cessent de chasser pour se nourrir et commencent à chasser uniquement comme loisir payant, achève d'effacer la gibelotte de Garenne des cuisines françaises ordinaires. Ce qui était une nécessité alimentaire devient un sport. Et ce changement de sens tue le plat aussi sûrement que la myxomatose avait tué le gibier. Il ne reste que le souvenir de ceux qui l'ont mangé un dimanche d'automne, il y a très longtemps. Le coudois farci, spécialité du Sud-Ouest. Il existe des techniques culinaires qui sont de véritables arts au sens le plus strict et le plus exigeant du terme, qui demandent des années d'apprentissage, une précision de geste et une connaissance de la matière qu'aucune recette écrite ne peut vraiment transmettre. Le coudois farci en est l'un des exemples les plus saisissants. La peau du cou de l'oie, prélevée délicatement sans la déchirer, est cousue à une extrémité avec du fil de cuisine solide, puis farcie avec un soin extrême, d'un mélange dense de chair à saucisse fine, de foie gras déclassé que la ferme produit chaque année, parfois d'une lamelle de truffe noire du Périgord quand la récolte l'a permis. La peau est cousue hermétiquement à l'autre extrémité pour former une saucisse géante et ferme qui sera confite lentement dans la graisse d'oie pendant plusieurs heures avant d'être conservée dans des pots de grès pour tout l'hiver. La maîtrise de la couture des abats, cette façon précise et assurée de manipuler une peau fragile et glissante sans jamais la déchirer, de la farcir sans la faire éclater, s'apprend uniquement en regardant faire pendant des années, les mains guidées par quelqu'un dont les doigts connaissent chaque résistance de la matière. L'industrialisation du foie gras dans les années 80 rend ce travail artisanal domestique économiquement absurde. Et personne ne transmet ce geste à la génération suivante. Parce que la génération suivante ne voit plus ni la valeur ni l'urgence de l'apprendre. Ce qu'on imaginait être un simple changement économique s'est révélé être la destruction définitive d'un art, du quotidien irremplaçable. La soupe mitonnée au fromage, version auvergnate. Dans les Burons, ces refuges d'estive en pierre sèche, où les bergers d'Auvergne passaient tout l'été avec leurs troupeaux sur les hauts plateaux balayés par le vent, il y avait un rituel du soir immuable et tranquille.
Quelle que soit la météo, quelle que soit la fatigue accumulée, après une longue journée à suivre les bêtes sur les pentes, ce rituel ne changeait jamais. Il était le point fixe de journée sans horloge. Le pain rassis de 8 jours, celui qui a eu le temps de durcir complètement et de développer une saveur concentrée que le pain frais ne possède pas encore, est posé au fond de la soupière, en terre épaisse. Un pain qui avait voyagé depuis le village en bas et qui devait durer toute la semaine. Le bouillon chaud préparé avec les légumes disponibles est versé dessus en le laissant pénétrer lentement dans le pain durci. La tome fraîche de Cantal, encore souple et légèrement acide, pas encore vieillie, est disposée en tranches généreuses sur le dessus. Et l'ensemble est remis très près des braises mourantes pour mitonner doucement. Avec cette patience que nos cuisines modernes et pressées ne connaissent plus vraiment, jusqu'à ce que le fromage soit fondu et légèrement gratiné sur les bords. Le buron entier embaumait alors de cette odeur de pain chaud et de fromage fondu qui signifiait que la journée était finie. Le verbe mitonner vient précisément de là, de ce geste précis et patient, de cette attente confiante, de cette façon ancestrale de laisser le feu et le temps faire le travail à votre place, sans intervenir. Un verbe qui a donné son nom à toute une philosophie de cuisson et dont les origines exactes sont aujourd'hui presque totalement oubliées, même par ceux qui utilisent encore le mot sans y penser. Le boudin aux châtaignes, version limousine. La tue-cochon. Prononcer ces deux mots devant quelqu'un né après 1970 produit parfois un moment d'embarras. Mais pour les générations qui l'ont connu, la tue-cochon n'est pas un souvenir sombre ou brutal. C'est l'un des événements sociaux les plus importants, les plus joyeux et les plus attendus de l'année entière dans les villages du Limousin, de l'Auvergne, du Périgord, de toutes les régions où le cochon familial structurait l'économie domestique depuis des siècles sans interruption. La tue-cochon n'est pas une boucherie solitaire. C'est une journée entière de travail collectif et festif où les voisins se réunissent dès l'aube, chacun apportant ses outils, son savoir-faire et sa bonne humeur. Les hommes s'occupent de l'animal avec une rapidité et une précision qui témoignent d'une habitude très ancienne. Les femmes préparent les boyaux avec soin, assaisonnent le sang encore chaud, dosent les épices selon des proportions que personne n'a jamais écrites, parce que tout le monde les connaît. Et dans la version limousine, les châtaignes de la forêt toutes proches, ramassées à l'automne et soigneusement conservées, sont mélangées généreusement au sang frais et aux oignons fondus dans la graisse pour créer un boudin d'une densité et d'une douceur particulières que l'on ne trouve vraiment nulle part ailleurs en France. Les arrêtés préfectoraux successifs restreignent puis interdisent progressivement la tue-cochon domestique dans les années 60 et 70, au nom des normes d'hygiène qui s'harmonisent à l'échelle nationale puis européenne. L'intention réglementaire est parfaitement légitime et compréhensible. Mais la conséquence est la destruction d'un rituel social et communautaire qui liait des villages entiers depuis des générations, depuis bien plus longtemps que les réglementations elles-mêmes. Le boudin aux châtaignes disparaît avec lui, parce qu'un plat fabriqué collectivement dans la joie d'un matin d'hiver ne se prépare tout simplement pas seul dans une cuisine moderne du mercredi soir. Il n'a plus ni contexte, ni sens, ni raison d'être. Ce que vous venez de traverser n'est pas une liste de 16 recettes oubliées que l'on pourrait retrouver dans un vieux livre de cuisine régionale. C'est l'histoire d'une civilisation culinaire populaire française qui a vécu pendant des siècles, qui a traversé des guerres, des famines et des révolutions sans jamais perdre ses gestes essentiels, et qui a été effacée en 20 ans à peine entre 1950 et 1970, sous la pression combinée et simultanée de l'exode rural, de la réglementation sanitaire, de l'arrivée de la grande distribution, de la disparition des espèces sauvages qui nourrissaient ces plats et de la rupture brutale de la transmission orale entre les générations. Ces 16 plats ne sont pas morts parce que personne ne les aimait. Ils ne sont pas morts parce que les cuisinières avaient perdu l'envie de cuisiner. Ils sont morts parce que le monde entier qui les avait créés a été détruit si vite que personne n'a eu le temps de réaliser ce qui partait avec lui. Le cochon familial, le clapier, la daubière en terre, la rivière pleine d'anguilles, le boucher qui vous connaissait par votre prénom, la voisine qui venait aider à farcir les paquets, ce monde-là n'a pas disparu progressivement. Il a été emporté d'un seul coup, presque sans bruit, pendant que les 30 Glorieuses promettaient quelque chose de mieux et de plus moderne à sa place. Il reste encore quelques personnes qui se souviennent.
qui se souviennent du glouglou de la marmite sur le coin du fourneau, du parfum du lard qui grille dans la poêle en fer le matin, de l'épaisseur onctueuse d'un civet au sang servi dans le bol en faïence blanche. Ces mémoires-là sont des archives vivantes que aucun musée, aucun livre de cuisine et aucune base de données ne peut remplacer. Lequel de ces 16 plats réveille en vous un souvenir précis, une odeur, une image de cuisine d'enfance que vous n'aviez pas convoquée depuis longtemps? Dites-le dans les commentaires, parce que ce que vous déposez là, personne d'autre que vous ne peut le donner. Si cette vidéo vous a ramené quelque part que vous pensiez avoir oublié, un like lui permet d'atteindre ceux qui attendent, sans le savoir, de retrouver ces mêmes cuisines et ces mêmes odeurs. Abonnez-vous pour continuer ce voyage dans la mémoire culinaire et populaire de la France, celle des femmes et des hommes ordinaires qui cuisinaient des choses extraordinaires sans jamais le savoir et sans jamais chercher à le faire savoir.